Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Mansour Kamardine est avec nous. Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez présent sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Vous étiez présent sur le plateau. Vous étiez assis à côté tout à l'heure dans le salon à écouter ces jeunes et cet enseignant parler de ce qui leur arrive et notamment encore une fois. Hier soir, cette agression, 12 ou 15 individus sont entrés dans le lycée, ont frappé de manière très très violente à coups de chambeau dans le dos les gardiens, les ont ligotés, ils ont saccagé également le PC sécurité du lycée agricole, ça fait suite à un certain nombre d'agressions et de cambriolages. Je sais que vous avez été touché par ce témoignage. Je crois que ce qui se passe là ne laisse personne indifférent. Ouais. Et donc, je crois que vraiment, il faut faire quelque chose. Je ne souhaite pas que cette crise au lycée de Coconi soit traitée comme les autres crises précédentes. Parce que ça me rappelle étrangement ce qui s'est passé à Kahani. Oui. À Kahani, à la fin de l'année dernière, on a eu un certain nombre d'agressions, une expression d'une révolte de ce qui se passe et de l'indifférence dans laquelle le gouvernement a voulu laisser cet établissement, puisque rappelons-le, tous ces établissements-là, ce sont des établissements d'État. Eh bien, nous avons interrogé le gouvernement à l'époque, Jean-Michel Blanquer, qui nous avait dit tout est sous contrôle. J'ai l'impression que ce qui se passe à Coconi, on emprunte le même cheminement. On attend à ce que tout se déborde pour ensuite venir faire le surpris. Ah, on ne savait pas. Je crois que les éléments sont sur la place publique. Je demande au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter des réponses. Ce qui s'est passé cette nuit est effectivement inacceptable, insupportable, insupportable. Et personne ne peut dire que c'était imprévisible, parce que le cri d'alarme est lancé depuis, et c'est pas la première fois que ça se fait, depuis bien longtemps, à l'occasion notamment des divers faits divers de cette nature dans cet établissement. C'est quoi la solution, Mansour? Il faut renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité, il y a une double action à faire. J'ai suivi l'interview de Mme Girardin sur vos antennes hier. Oui. Elle reconnaît enfin, il était temps, enfin, qu'il y a une corrélation directe entre l'immigration et les agressions et la délinquance, et notamment les agressions dont sont victimes les populations qui vivent à Mayotte, parce que c'est tout le monde qui est touché. Bon, elle y met un bémol, elle dit pas tout le temps, mais on peut, ça arrive. Oui. Je peux comprendre qu'elle puisse mettre son bémol, mais enfin, il était temps effectivement que l'État accepte les réalités, ne nie pas, ne soit pas dans le déni permanent. Eh bien, je considère pour ma part que dans cette affaire, eh bien, nous savons tous que ce sont un certain nombre de gens qui sont tout autour, il faut les nommer, des clandestins, et le jour où on les interpellera, parce que je pense... Vous êtes sûr que c'est des clandestins, Mansour? Ils seront interpellés. Les jeunes qui étaient là, qui ont parlé tout à l'heure avec leur cœur, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont vu que à Valarano, c'est-à-dire sur l'exploitation agricole du lycée, ils ont vu, enfin les gendarmes ont vu les gens, ils les ont identifiés, ils savent, mais ils n'ont pas, ils n'ont jamais été les interpeller. Il est temps qu'on arrête ce massacre. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mansour, sur ce sujet. Vous avez entièrement raison, Mansour. Droit de retrait à Kahani en novembre 2017. Vous écrivez en décembre 2017 à Jean-Michel Blanquer, qui vous répond que tout va bien. Le 19 janvier, des affrontements extrêmement violents qui ont déclenché d'ailleurs le mouvement de grève de 3 mois derrière. Et là, on a l'impression, c'est le sentiment qu'il y a eu aussi, qui a été évoqué ce matin, c'est que les jeunes de Kahani se sont déportés sur Coconi aujourd'hui et que ce sont les mêmes. Et pourquoi alors que dans le plan d'urgence, on nous a dit qu'il y aurait la chasse aux bandes armées et dangereuses. Ça n'a pas été le cas pour Coconi. Mais vous savez, le gouvernement a un plan de communication qui roule à merveille et qui vous vend les médias. Quand moi j'ai demandé au lendemain des accrochages violents
à Anjouan, j'ai demandé à ce qu'on sécurise ce boulevard, cette autoroute à 10 voies et à sens unique entre Anjouan et Mayotte. Le préfet a réagi le jour même en disant que j'ai donné les instructions, tout est surveillé. Le lendemain, le ministre reconnaît à l'Assemblée, en réponse à une interrogation que je lui avais soumise, il reconnaît qu'effectivement, les mutins sont arrivés à Mayotte. Ils sont passés par où? Ils n'ont pas été interpellés. Donc on voit bien qu'en réalité, il y a les mots, mais il n'y a jamais ou quasiment jamais les actes. Aujourd'hui, on parle de baisse de la délinquance, ce qui est certainement une réalité, mais qui est dû à quoi? Ouais. Mais qui est dû à quoi? Qui est dû aux gilets jaunes. Et c'est quoi les gilets jaunes? C'est-à-dire finalement, pas tous, mais par mieux, un certain nombre de clandos qu'on utilise pour sécuriser. C'est la même qu'on pourrait suspecter de commettre ces faits qu'on leur demande d'assurer la sécurité. On marche sur la tête à Mayotte, les amis. On marche sur la tête. Et vous savez, quand le capitaine Chamassi est allé sur Maître Première pour dire, donner une information capitale, que ce n'est pas parce qu'on a un gilet jaune qu'on aura droit à des papiers, ils se sont tous retirés. Et le soir même, c'est fou, hein, mais le soir même, il y a eu une flambée de violence dans la capitale. Il y a eu des réunions rapides d'urgence au commissariat entre le directeur de cabinet du préfet et le commissaire Josse pour finalement, et les associations. Probablement que derrière, on leur aurait permis, parce que je n'ai pas la preuve, on leur aurait promis des régularisations. Tout comme quand la BAC descend dans les quartiers difficiles et qu'ils interpellent un certain nombre, notamment des gilets jaunes, en disant nous avons interpellé des gilets jaunes qui pourraient être suspectés. Eh bien, vous quittez immédiatement le site, vous rentrez, ainsi de suite. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, c'est cette politique-là qui se développe partout, et c'est cette politique-là qu'il faut arrêter. Sans transition, Mansour, on va aborder un autre sujet, parce que le temps passe très très vite. Le budget 2019. Alors, on a eu, vous l'avez entendu hier, à notre micro, la ministre des Outre-mer qui se réjouit de ce budget 2019, où elle revient sur un certain nombre d'investissements qui sont faits, et certains devraient être reconnus. Or, vous avez une autre lecture de ce budget. En quoi c'est différent? En quoi vos lectures sont différentes? Parce que la ministre est en charge de défendre ce budget, sinon elle n'a qu'à quitter le gouvernement. Oui. Hein, c'est très simple. Et moi, je ne suis pas ministre, et donc je ne suis pas lié à quiconque, et donc je dis les choses telles que je les lis. Oui. Les choses sont relativement simples, même quand elles sont suffisamment graves. Ouais. J'ai interrogé lorsque le ministre Dissop, le secrétaire d'État au budget, ouais, auprès de Darmanin, est venu devant l'intergroupe Outre-mer, la délégation Outre-mer, exposer le budget Outre-mer. J'étais parmi les premiers à réagir en disant attention à ce coup de rabot fiscal que vous les donnez, parce que vous allez mettre en péril l'économie, d'une manière générale, l'économie ultramarine. Eh bien, je lui ai dit et je lui ai demandé de retirer le projet. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, monsieur le député, nous réfléchissons avec madame Girardin, c'est dans les journaux officiels, nous réfléchissons avec madame Girardin à un investissement, à la réalisation, s'agissant de Mayotte, des infrastructures durables. J'ai dit banco, on va avoir la piste longue, on va avoir les routes, on va avoir le haut débit, on va avoir le port de Longoni. Quand je lis le budget, il n'y a pas tout ça. Comment pouvez-vous, moi qui suis du territoire le plus pauvre de la République, que je puisse dire qu'on a un bon budget? Il y a une promesse qui est... Il y a quand même 3 milliards qui sont engagés. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit clairement à nos micros. Elle a dit, non, ça a été une erreur, je ne l'ai pas relevé exprès parce que je ne veux pas de polémique. Elle a dit, effectivement, je suis venu annoncer un plan de 3 milliards. Ouais. Or, ici, elle a dit qu'elle a 1,3 milliard. Donc, c'était une erreur. Ouais. Je pense une erreur involontaire, donc on va pas lui tenir rigueur. Mais même dans ce milliard, j'ai eu l'occasion de donner ma lecture à moi, parce que moi aussi, j'ai eu l'occasion d'être maire, de pouvoir lire un budget, vice-président du Conseil général, de savoir lire un budget. Donc, je sais lire un budget. Et donc, ce budget, le budget qui nous a été soumis, c'est un budget qui demande en fait aux ultramarins de financer leur propre développement. C'est-à-dire, vous demandez
à des pauvres de s'autofinancer pour progresser. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui avec cette politique qui commence à produire ses effets néfastes, on voit qu'à La Réunion, ça commence à bouger. Mais La Réunion, elle est plus écoutée. Et donc la Réunion aura les moyens. Mayotte sera toujours la dernière roue de la charrette, parce qu'effectivement, ces élus ne disent pas suffisamment fortement les réalités qui sont. Eh bien, moi, je ne vais m'inscrire dans l'idée de dire tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Parmi les choses qui vont, le gouvernement, le président de la République avait promis au président du conseil départemental en Guyane de renationaliser le RSA. Il l'a fait. Maintenant, c'est très bien. Le seul regret là aussi qu'il y a, c'est qu'il le fait à coût constant. C'est-à-dire que ceux qui touchent 50% du RSA, ce seront les mêmes qui continueront à toucher 50%, alors que nous sommes dans une perspective, en tout cas, nous sommes dans un besoin de rattrapage des minima sociaux, des infrastructures, ainsi de suite. Sur l'attractivité, ça fait du bruit ici à Mayotte, mais dans un certain domaine uniquement. Elle dit que ça touche 4% de la population d'outre-mer. Hein. Le fameux coup de rabot dont vous parlez, et elle explique que ça touche les personnes qui gagnent plus de 5 000. Et il n'y en a pas tant que ça à Mayotte qui gagnent plus de 5 000. Donc, et cet argent qui est pris sur ces personnes qui touchent plus de 5 000 est redistribué indirectement aux plus pauvres. J'ai eu ce mot peut-être un peu malheureux en disant c'est Robin des Bois. On prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Ça lui a pas trop plu, mais le fond est là. C'est une réalité. Moi, je le lis à la limite, je le lis même pas comme ça, voyez-vous. Mais c'est des mécanismes que nous connaissons de tous les gouvernements. On reprend cet argent, on le redistribue outre-mer, et ça permet de financer outre-mer. C'est ça. Moi, j'avais proposé à M. Dussopt de le sécuriser, notamment de rajouter une disposition pour dire que cette somme, cette réaffectation, comment dirais-je, se ferait sur toute la législature, au moins jusqu'en 2022. Et en réponse, il m'a dit, ah, monsieur le député, c'est une députée, j'entends ce que vous voulez dire. En fait, vous nous dites de le faire jusqu'à la fin de la législature. Moi, si c'était possible, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir revenir encore jusqu'en 2027. Eh bien, moi, j'ai demandé simplement ce qu'on le sécurise. Cet argent, cette année, il est fléché pour l'outre-mer. L'année prochaine, il sera versé dans la masse. On ne la verra plus. Et on continuera. Déjà cette année... Donc, c'est la manière dont c'est redistribué qui vous gêne. C'est pas le coup de rabot, alors. Tout me gêne. Parce que déjà, cette année, toutes les collectivités d'outre-mer connaissent des baisses. Oui. Des baisses de financement. S'agissant de Mayotte, on se gargarise qu'on a bien fait. Sauf qu'on oublie de dire que déjà en le budget 2018 était en baisse par rapport à 2017, d'au moins 15%, et que par conséquent, si on arrive à sauver le budget de 2018 pour le mettre au niveau de 2017, parce que c'est de ça qu'il s'agit, 2019 au budget de 2017, ça veut dire qu'on n'a pas augmenté depuis 3 ans, le budget n'a pas augmenté, alors que les populations ont augmenté, alors que les difficultés augmentent, alors que les besoins augmentent, et donc nous sommes en recul. Par tête de pipe, nous sommes en recul à la lecture de ce budget. L'État investit aujourd'hui moins par tête de pipe à Mayotte qu'il ne l'a fait en 2017. Comment pouvez-vous... Mais plus à Mayotte qu'ailleurs. Mais... Pour 2019, plus à Mayotte qu'ailleurs. Plus à Mayotte mais moins qu'en 2017. Oui. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'au moment où le Premier ministre nous dit l'effort à faire à Mayotte est inouï, j'attends effectivement qu'on tire les conséquences de cette constatation objective et partagée. Or, on ne tire pas les conséquences. Quand le ministre du Budget me dit nous réfléchissons à des investissements structurants pour l'économie de Mayotte, j'attendais qu'on nous parle de la piste longue. Pour la piste longue, vous avez entendu ce qu'elle a dit hier? Elle vous a dit la décision. Vous voyez comment l'État peut manipuler les gens. Elle dit nous allons procéder à l'allongement côté nord. C'est-à-dire que si j'entends ce qu'elle me dit, on va enlever les maisons de Pamandzi pour gagner 100, 200, 300 mètres. Mais on ne fait pas la vraie piste longue qui permet à Mayotte... Elle n'a pas dit non, elle a dit c'est pas pour tout de suite. Non. C'est qu'elle a dit, elle a dit, ils sont en train de faire un certain nombre d'ouvrages, mais qu'ils réfléchissaient. Regardez, j'ai regardé 2 fois votre interview hier. Elle était dans une perspective plutôt de l'allongement vers le nord,
gagner 200 ou 300 mètres pour sécuriser la piste existante, mais pas pour permettre un vrai développement de cette infrastructure. C'est-à-dire que la décision, elle était prise avant même la mission. Donc on amuse la galerie, on envoie des missions alors que la décision était prise. Et nous avons déjà eu ce débat entre nous, en petit comité parlementaire et président du conseil départemental, lorsqu'elle est venue nous expliquer son plan. Et on a eu la lettre elle nous avait communiqué, puisqu'elle dit qu'elle fait tout dans la transparence. Là, au moins, sur ce point, c'était vrai, puisqu'elle nous a donné la lettre de mission. Et à la lecture de la lettre de mission, on savait déjà la solution qui allait être retenue. Comment pouvez-vous accepter ces choses-là? Pour qui nous prend-on? Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, une dernière question à vous poser sur le budget 2019. J'ai interrogé le sénateur Thani Mohamed Soili sur le budget, lui demandé ce qu'il en pensait. Il n'a eu qu'un mot, cocorico. Donc c'est-à-dire qu'il est extrêmement satisfait. Comment peut-il y avoir un tel écart de satisfaction ou d'insatisfaction entre vous deux? Est-ce qu'on baigne dans le jeu politique et chacun joue son rôle? Moi je ne suis pas dans le jeu politique, monsieur Bocher. Les choses sont tellement graves ici que je ne peux pas m'amuser à des simples jeux politiques. Moi, je suis élu pour défendre Mayotte. Et donc, c'est ce que je fais. Et ce que je fais là, je l'ai fait entre 2002 et 2007. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait, alors que je n'étais pas élu, je l'ai fait en 2008-2012 avec Nicolas Sarkozy, qui s'était opposé à la colonisation de Mayotte par la Réunion. C'était moi, lorsque Nicolas Sarkozy notamment a voulu rattacher la cour d'appel de Mayotte à la cour d'appel de la Réunion, qui en 2000 s'était opposé à la colonisation par la Réunion, la colonisation de Mayotte par la Réunion à travers de la CAF. C'était moi. Donc une logique. Qui s'était opposé en 1996 à la fonction publique de Mayotte au conseil départemental? C'était moi et mon groupe. C'était qu'Alain Juppé qui était en responsabilité. Je disais, il n'y a pas de fonction publique de Mayotte, il y a une fonction publique de droit commun. Ouais. Et c'est ce que nous voulions. Et je m'étais opposé également à l'intégration des fonctionnaires de l'équipement dans la fonction publique de Mayotte. C'est ça les réalités. Moi, je suis élu pour défendre Mayotte. Je continue ce combat, quel que soit le gouvernement. J'ai certainement des affinités politiques. Je rappelle simplement au passage, pour vous montrer que ce n'est pas simplement une approche purement politicienne. J'ai voté la confiance au gouvernement actuel. J'étais le seul député de l'opposition à voter cette confiance au gouvernement. J'ai voté les textes qui allaient dans le bon sens, le code sur l'état civil, un certain nombre de textes enfin, sur le code du travail, notamment les ordonnances travail, ainsi de suite. Quand ça va dans le bon sens et quand ça parle aux intérêts... Et peu importe la couleur politique. Peu importe. Quand ça parle aux intérêts de Mayotte, je le fais. Quand ça ne parle pas aux intérêts de Mayotte, je ne suis pas d'accord. Et je le dis, ce budget aujourd'hui ne va pas dans le sens des intérêts de Mayotte parce qu'il ne répond pas aux attentes des gens qui étaient dans la rue. Et donc, je ne peux pas voter ce budget. À chacun sa lecture. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.